à tous, donc suite du cours sur les espaces vectoriels de dimension finie. On avait terminé la dernière fois sur le lemme de Steifnitz et sa preuve par récurrence. Donc je rappelle l'énoncé du lemme, soit E un espace vectoriel, et si on prend grand F un sous-espace vectoriel non nul de E qui admet une famille génératrice de cardinal m, alors dès que je prends dans F une famille qui a strictement plus de n éléments, c'est une famille liée. Ici, je veux revenir sur quelque chose. On avait déjà écrit l'énoncé du lemme et sa preuve. J'avais écrit soit grand E un K-espace vectoriel de dimension finie. Je tiens à rectifier, pardon. Il n'y a pas besoin, on n'a pas utilisé dans la preuve le fait que grand E soit de dimension finie. Il y a juste besoin que grand E soit un K-espace vectoriel. C'est le F ici qui, lui, comme il admet une famille génératrice de cardinal n, c'est lui en fait qui va être de dimension finie. Pour grand E, a priori, il n'y en avait pas besoin. Donc voilà. Et maintenant, à quoi va nous servir ce lemme? Justement, il va nous servir à prouver ce qu'on appelle le théorème de la dimension, qui est que dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases ont le même nombre d'éléments et cette quantité commune, ce cardinal commun à toutes les bases, c'est ce qu'on appellera la dimension de l'espace vectoriel. Donc, on va commencer par un corollaire du lemme de Steifnitz. Ici, justement, grand E, lui, c'est un K-espace vectoriel. Et pourquoi est-ce qu'on avait besoin que grand E soit un K-espace vectoriel? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas juste écrit soit grand E un espace vectoriel non nul de dimension finie et avec une famille génératrice de cardinal n? Parce que si vous vous souvenez, dans la preuve par récurrence, on avait besoin en fait que tous les espaces vectoriels grand F soient eux-mêmes dans un même gros K-espace vectoriel. C'est pour ça qu'en fait, dans la preuve, le grand F là, c'est un sous-espace vectoriel. Parce que comme le grand F, il change, on avait besoin que ce qu'on avait appelé grand F indice n et grand F indice n plus 1, ils soient dans un même K-espace vectoriel, qui est ici grand E. Mais en fait, en pratique, maintenant, ça, on va l'utiliser de la façon suivante. Le grand F qui est là, maintenant lui ça va être notre espace vectoriel ambiant. Ça montre en particulier, ce lemme montre en particulier que si grand E est un K-espace vectoriel de dimension finie, donc qui admet une famille génératrice, et que cette famille génératrice a n éléments, alors dès que je prends donc une famille qui a un cardinal supérieur ou égal à n plus 1, on a une famille liée. Donc ici, je vais prendre soit grand E, mais en fait le grand E qui est là, ça, je vais l'appliquer avec, ça va remplacer le F qui était là. Soit grand E, un K-espèce vectoriel de dimension finie, admettant du coup une famille génératrice de cardinal petit n. Alors, et soit, je vais prendre soit F, une famille d'éléments de E. Une famille de vecteurs de E. Alors, on a, donc, si le cardinal de F est supérieur ou égal à n plus 1, alors F est lié. Attention, ici,
je l'appelle F. Faites bien attention, c'est un F calligraphique. Le F qui est là, il correspond à F pour famille, et non pas le grand F que j'utilise souvent pour les sous-espaces vectoriels. Donc ici, grand F, c'est une famille de vecteurs de E, donc c'est quelque chose de la forme x1, x2, x3, etc. Et si justement des xi, on va jusqu'à x indice n plus 1, voire au-delà, x indice n plus 2, etc., alors la famille est forcément liée. Pourquoi j'utilise ça? Ici, il y a décrit de cardinal égal à n plus 1, mais du coup, si f est de cardinal supérieur ou égal à n plus 1, ça va être une surfamille d'une famille à n plus 1 éléments, qui est donc une famille liée, et une surfamille d'une famille liée, c'est une famille liée. Donc, on a ça. Et en fait, ce qu'on va plutôt utiliser, c'est une implication. Si alors, c'est ceci implique f est lié. On va plutôt utiliser en pratique la contraposée. La contraposée, ce sera donc si f est non lié, c'est-à-dire si f est libre, alors le cardinal de f, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans la famille, est strictement inférieur à n plus 1, c'est-à-dire est inférieur ou égal à n. Donc, dans un espace vectoriel qui admet une famille génératrice de cardinal n, les familles libres ont forcément moins d'éléments que n. Et c'est ce qui va nous permettre d'énoncer le théorème de la dimension. À savoir que toutes les bases dans un espace vectoriel, elles ont toutes le même cardinal. Pourquoi? Si je prends deux bases, c'est deux familles qui sont à la fois libres et génératrices, donc si je les appelle B1 et B2 par exemple. La famille B2, c'est une famille génératrice. Donc j'applique ça avec n égale le cardinal de B2. Ma famille B1, comme c'est une famille libre, son cardinal, il est plus petit que le cardinal de B2. Et j'inverse les rôles de B1 et B2, et j'obtiens également, du coup, que le cardinal de B2 sera plus petit que le cardinal de B1. Donc, toutes les bases dans un espace vectoriel ont le même nombre d'éléments. Donc, petit 2, dimension d'un espace vectoriel. Et ce nombre d'éléments communs, c'est ce qu'on appelle la dimension de l'espace. Petit a, définition. Et on va commencer par, du coup, ce qu'on appelle le théorème de la dimension. Soit grand E, donc un K espace vectoriel non nul et de dimension finie. Ah oui, d'ailleurs, dans la proposition précédente, grand E était aussi un K espace vectoriel non nul. Ça ne nous intéresse pas trop s'il est réduit à 0, donc vous pouvez le rajouter. Non nul et de dimension finie. Alors, toutes les bases ont le même nombre d'éléments.
définition, suite au théorème, je vais faire la preuve du théorème, je l'ai faite à l'oral tout à l'heure, je vais faire la preuve, mais après avoir écrit ma définition. Théorème, définition, c'est à la suite, grand E, c'est toujours un K-espace vectoriel non nul de dimension finie. Et définition, ce cardinal commun est appelé dimension. Ce cardinal commun à toutes les bases est appelé dimension de grand E. Et on va le noter dim de grand E, et on va noter dim de E en mettant un petit K ici en indice. On va voir pourquoi. Ou dim de E sans le K en indice s'il n'y a pas d'ambiguïté sur K. Alors, on va d'abord faire la preuve et puis ensuite on verra des exemples justement avec cette notation-là, etc. Donc, preuve du théorème. Pour montrer que toutes les bases ont le même nombre d'éléments, je vais prendre soit bêta 1 et bêta 2 de base de grand E. On pose n égale, je vais l'appeler n2, alors je vais poser n1 égale cardinal de bêta 1 et n2 le cardinal de bêta 2. D'après la propriété qu'on a vue précédente, appliquée avec n égale à n2, le cardinal de bêta 1, comme bêta 1 est une famille libre, son cardinal est plus petit que n2. Comme bêta 1 est libre et bêta 2 est génératrice de E, donc cardinal de bêta 1 voilà, et de même en inversant les rôles de bêta 1 et bêta 2, comme bêta 2 est libre et bêta 1 est génératrice, on a également cardinal de bêta 2 inférieur ou égal au cardinal de bêta 1, d'où l'égalité. Donc toutes les bases dans un espace vectoriel de dimension finie, toutes les bases ont même dimension. En même nombre d'éléments, pardon. Justement, il faut bien faire attention et ne pas confondre dimension et cardinal. Vous voyez, je viens de faire le lapsus et donc on le fait facilement. Toutes les bases ont le même cardinal qui correspond à la dimension de E. Et ne parlez pas de dimension d'une base, ça n'aurait pas de sens. Et de même, ne parlez jamais de cardinal de E. Si je regarde le nombre d'éléments dans E, ben, il est infini. E, c'est un ensemble infini. C'est sa dimension qui est finie, pas son nombre d'éléments. Attention, voilà, justement. Posez-vous bien la question à chaque fois que vous utilisez l'un ou l'autre de ces deux mots, cardinal ou dimension. Vérifiez bien que vous ne vous trompez pas dans leur utilisation. Donc, exemple.
déjà vu que K puissance n, c'était le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. jusqu'à 0, 0, 1. Et que cette famille-là, en plus, c'était ce qu'on avait appelé la base canonique de K puissance n. C'est aussi une famille libre. Et donc génératrice de K puissance n. Donc c'est une base. Et donc la dimension de K puissance n en tant que K espace vectoriel, c'est le nombre d'éléments qu'il y a là. C'est donc petit n. Pour Kn crochet x, attention, il y a un petit n là, mais vous faites souvent l'erreur. Autant la dimension de K puissance n, c'est petit n, mais la dimension de K indice n crochet x, ce n'est pas petit n, parce que c'est le sous-espace vectoriel engendré par 1, x, x carré, etc. jusqu'à xn. Et cette famille-là, donc, engendre Kn de x, plus c'est une famille libre. Et génératrice. Donc, la dimension dans K de Kn crochet x, c'est le nombre d'éléments là, c'est n plus 1. Et là, je pense que le plus 1, vous pouvez le souligner en rouge, c'est une erreur classique que de l'oublier. Pareil, pour l'ensemble des matrices, quelle va être la dimension donc, peut-être je peux d'abord écrire MNP de K. On a vu que c'était le sous-espace vectoriel engendré par les matrices canoniques qui formaient une famille donc à la fois libre et génératrice. Donc la dimension de MNP de K, c'est le nombre d'éléments là-dedans. Donc le nombre de couples IJ lorsque I est compris entre 1 et N et que J est compris entre 1 et P. Donc c'est N fois P. Au passage, attention, du coup, la dimension de M, N de K. Ça, c'est l'ensemble des matrices carrées. Vous vous souvenez que pour les matrices carrées, en fait, on n'écrit pas n, n, on écrit juste le petit n qui est là. C'est dans le cas où n est égal à p. Du coup, c'est n fois n. Donc, c'est n carré. Et là, pareil, vous pouvez l'écrire en rouge, là. Le petit 2 qui est là, il ne faut pas l'oublier. La dimension de mn de k, c'est n carré. Maintenant, pourquoi ici, en général, on n'est pas obligé d'écrire le cas. Là, ça semble évident que c'est la même chose là. Par contre, si je considère l'espace C, je peux le considérer comme un C espace vectoriel, ou je peux le considérer aussi comme un R espace vectoriel. Donc, si je parle de C en tant que C espace vectoriel, on a dit c'est le sous-espace vectoriel engendré par juste le vecteur 1. Ça, c'est dans C. Et c'est aussi le sous-espace vectoriel. Si je le regarde en tant que R espace vectoriel, à ce moment-là, il est engendré par les vecteurs 1 et I. Donc, la famille qui contient uniquement 1, c'est une base de C en tant que C espace vectoriel, parce que ça, par définition, en fait, c'est l'ensemble des lambda fois 1, où lambda appartient à C. Et ça, c'est l'ensemble des lambda fois 1 plus mu fois I, où lambda
et mu sont dans... Ici, les constantes sont dans R, parce que je le regarde comme un R espace vectoriel. Donc ici, c'est pour ça qu'on des fois on met le petit K qui est là en indice, parce que C, en tant que C espace vectoriel, sa dimension c'est 1. Par contre, en tant que R espace vectoriel, sa dimension ça va être 2. Et donc ça, c'est des familles libres à chaque fois. On a, et donc des bases, dimension dans C de C égale à 1 et dimension de C en tant que R espace vectoriel, c'est-à-dire lorsque les constantes sont des constantes réelles, à ce moment-là, c'est 2. Voilà, et remarque ou convention, là on parlait d'un K-espace vectoriel non nul. Le K-espace vectoriel ou le K-espace vectoriel réduit à un élément neutre, en fait, le K-espace vectoriel nul, a pour base, on l'a déjà vu, la base c'était la famille ensemble vide, en fait la famille où il n'y a pas de vecteur dedans, et du coup le cardinal de cette famille c'est 0, et la dimension du coup du K-espace vectoriel nul, ce sera 0. Et pour dimension, donc si on est dans un K-espace vectoriel grand E, tout sous-espace vectoriel F de grand E est lui-même un espace vectoriel. Et du coup, si je considère ce sous-espace vectoriel-là, donc cet espace vectoriel-là, sa dimension, ce sera 0, et une base, ce sera l'ensemble vide. Proposition. Donc on a déjà vu que si on est dans un espace vectoriel qui a une famille génératrice à n éléments, alors toute famille libre a un nombre d'éléments plus petit que n. Donc en particulier, si grand E est un K-espace vectoriel de dimension finie égale à n, et donc je prends F, une famille de vecteurs de E. Donc, si E est de dimension égale à petit n, ça veut dire que E admet une famille génératrice à n éléments, en fait une base à n éléments, et donc en particulier une famille génératrice à n éléments. Du coup, si F est une famille libre de vecteurs de E, le cardinal de F est forcément plus petit que n. Donc, dans un espace vectoriel de dimension petit n, les familles libres, elles ont forcément un nombre d'éléments plus petit que la dimension. Et on a une autre propriété par rapport aux familles génératrices. Toutes les familles génératrices de E, elles vont avoir un cardinal supérieur ou égal à petit n. Et on va voir pourquoi. Donc, si F est libre, alors le cardinal de F est plus petit
que n. Ça, c'est une conséquence directe de ce qu'on a déjà vu. C'est pas tout à fait ce qu'on a déjà vu, parce que dans ce qu'on avait déjà vu, c'était grand E, un cas espace vectoriel, où n est une famille génératrice, où on a une famille génératrice à n éléments. Là, maintenant, j'utilise le vocabulaire de dimension. E est un cas espace vectoriel de dimension finie égale à petit n. Alors, dans ce cas-là, le cardinal de f est plus petit que n. Je peux peut-être le réécrire ici. N, ici, c'est la dimension de E. Et si f est génératrice de E, alors le cardinal de f est plus grand que la dimension de E. Pourquoi? Si j'ai une famille génératrice de E, là on va utiliser le théorème de la base extraite. Si f est une famille génératrice de E, je peux en extraire, donc c'est-à-dire je peux retirer des éléments à ma famille génératrice, pour avoir, je peux en extraire une base, donc je peux lui retirer des éléments pour obtenir une base de E. Je retire des éléments et ça me donne une base. Si j'ai une base, le cardinal de cette base, c'est forcément petit n. Et le cardinal de f, comme j'ai retiré des éléments à f pour obtenir ma base, le cardinal de f, il est plus grand que le cardinal de la base, donc plus grand que petit n. Preuve donc du deuxième point. On suppose donc que f est une famille génératrice de E, et on utilise le théorème de la base extraite. Vous pouvez rajouter dans l'énoncé de la proposition soit f une famille finie d'éléments de E. Je ne pense pas que je l'ai écrit. Rajouter f famille finie d'éléments de E, de façon à ce que je puisse parler évidemment de son cardinal ici. Alors là, forcément, c'est forcément vrai, mais là, ça, c'est pas obligé que je puisse parler du cardinal dans ce cas-là. Donc on suppose que f est une famille génératrice de E, donc une famille génératrice finie de E. D'après le théorème de la base extraite, on peut extraire de f une base B de E. Donc ça c'est pour dire que B est une sous-famille de F et que B est une base de E. On a donc cardinal de B qui est égal à la dimension de E, c'est M. Et comme F est une surfamille de B, son cardinal est plus grand. Voilà. Donc maintenant vous savez, si vous avez un espace vectoriel de dimension 3, par exemple dans R3, vous ne pouvez pas trouver de famille libre à 4 éléments. Toute famille libre de R3 a forcément moins de 3 éléments, moins au sens inférieur ou égal, un nombre d'éléments inférieur ou égal à 3. Et si vous cherchez une famille génératrice de R3,
elle aura forcément plus de 3 éléments. Si vous avez une famille de R3 qui a strictement moins de 3 éléments, elle ne peut pas engendrer R3 tout entier. Donc c'était petit a dimension, définition pardon, de la dimension justement. Et petit b, on va voir une méthode très utile en exercice qui est la caractérisation des bases en dimension finie. Alors on a vu que pour montrer qu'une famille est une base, jusqu'à présent, on doit montrer qu'elle est à la fois libre et génératrice. Et là, ça va nous faciliter énormément le travail pour montrer qu'une famille est une base d'un espace vectoriel. Si jamais on connaît la dimension de cet espace vectoriel, il suffira de vérifier que la famille que je tente de montrer que c'est une base, elle a le bon nombre d'éléments et qu'elle est soit libre, soit génératrice. Du coup, on n'aura pas besoin de montrer les deux, on n'aura pas besoin de montrer que la famille elle est à la fois libre et génératrice. On a juste besoin de vérifier qu'elle a le bon nombre d'éléments et qu'elle est libre, par exemple. Donc, théorème. Et on va avoir des applications justement juste après. Soit grand E, un K espace vectoriel de dimension finie petit n, de dimension finie. Pas grave, je vais pas l'appeler petit n, je vais garder pour qu'on voit bien dans la suite dim de E. De toute façon, c'est pas très long à écrire. Soit E, un K espace vectoriel de dimension finie, et j'appellerai dim de E. Soit F, une famille de vecteurs de E alors les assertions suivantes sont équivalentes. Petit 1, F est une base de grand E. Petit 2, donc ici la définition, c'est F est libre et génératrice. Et petit 2, F est libre et son cardinal, c'est-à-dire son nombre d'éléments, est égal à la dimension de l'espace. Et petit 3, F est génératrice de E et son cardinal est égal à la dimension de l'espace. Autrement dit, pour montrer qu'une famille est une base de E, il suffit de vérifier qu'elle a le bon nombre d'éléments, que son nombre d'éléments est égal à la dimension de l'espace, si jamais je connais la dimension de l'espace, et de montrer soit qu'elle est libre, soit qu'elle est génératrice de E. Alors tout d'abord, preuve du théorème.
Donc je sais déjà que si f est une base de E, elle est forcément libre, et d'après le théorème de la dimension, son cardinal est égal à la dimension de E. Donc 1 implique 2, et de même 1 implique 3. On sait déjà que 1 implique 2 et que 1 implique 3. Donc il nous reste à prouver que 2 implique 1 et que 3 implique 1. Donc, preuve 2 implique 1. Donc, ici, on suppose que f est libre. Et que son cardinal est égal à la dimension de l'espace. On veut montrer que f, en fait, du coup, c'est forcément aussi une famille génératrice. Pour ça, pour montrer qu'une famille est génératrice, je prends un élément de grand E, soit x, un élément de E, et le but, c'est donc pour montrer qu'une famille est génératrice, je dois montrer que cette famille engendre grand E. Et on a dit, l'inclusion à montrer, c'est celle-ci. Donc je prends un élément de E, et je veux montrer qu'il peut s'écrire comme combinaison linéaire des éléments de F. Pour ça, en fait, on va considérer la famille qui contient les éléments de F et qui contient aussi le X qui est là. Donc du coup, cette famille-là, elle a combien d'éléments en tout? Elle en a dimension de E plus 1. Donc c'est forcément une famille liée. A dimension de un cardinal, je vais plutôt l'écrire comme ça. Un cardinal égal à dimension de E plus 1. Égal à cardinal de F, on a dit plus 1, qui est égal du coup à dimension de E plus 1. Donc c'est une famille liée. Or, la famille F qui est là, elle est supposée libre. Donc c'est encore une petite propriété qu'on avait vue au début du chapitre. Si on a une famille qui est liée, et que si on a une famille libre, et qu'on lui rajoute un élément, et que ça nous donne une famille liée, ça veut dire qu'en fait le dernier élément, il s'écrivait comme combinaison linéaire des vecteurs de F. Donc, on va mettre or F est libre. Donc, X appartient au sous-espace vectoriel engendré par F. Donc, je viens de prouver que E était inclus dans le sous-espace vectoriel engendré par F, et l'autre inclusion est évidente. Du coup, E égale sous-espace vectoriel engendré par F. Donc la famille F est une famille génératrice de E. Et maintenant, on va prouver, donc ça prouve 2 implique 1, et maintenant on va prouver 3. La preuve de 3 implique 1. Donc on suppose cette fois-ci que F est une famille génératrice de E et que son cardinal est toujours égal à la dimension de l'espace. Donc on suppose que F
est une famille génératrice de E. Et que cardinal de F est égal à la dimension de E. Donc, on veut montrer qu'il s'agit d'une famille libre. Pour ça, on va utiliser le théorème de la base extraite. F est une famille génératrice de E. Je peux donc en extraire une base. Donc, d'après le théorème de la base extraite, il existe une base B de E qui soit extraite de F, c'est-à-dire telle que B soit inclus dans F. Voilà, je retire éventuellement quelques éléments de F et j'obtiens ici une base. Or, d'après le théorème de la dimension, la famille qui est là, son cardinal, c'est forcément égal à la dimension de E. Mais par hypothèse, la dimension de E, ici, c'est égal à la dimension de F. Donc en fait, j'ai pas retiré d'éléments quand je suis passée de B à F. B est forcément égal à F. Ce qui prouve que F est une base de E. Voilà. Et donc, application, on va voir des exemples. Comment utiliser cette caractérisation des bases en dimension finie, qui, je le rappelle, est essentielle et on utilise beaucoup en exercice. Je vais commencer je vais faire juste un exemple peut-être avec R3. E égale à R3. Et on considère, on pose du coup, je vais poser quoi? Je vais poser x1 égale 1, 2, 1. x2 égale moins 1, 0, 1. x3 égale 1, 1, 0. Voilà, donc ça devrait marcher. Et je pose f égale la famille constituée de ces trois vecteurs, x1, x2, x3. La famille f est-elle une base de R3? Il y a combien d'éléments ici dans la famille F? Il y en a 3. Donc ici, on est dans le cas où le cardinal de F est égal à la dimension de l'espace. Du coup, dans ce cas-là, pour montrer, si jamais c'est le cas, pour montrer que F est une base, il suffit de vérifier soit que c'est une famille libre, soit que c'est une famille génératrice. Alors, en général, c'est plus facile de vérifier que la famille ici est libre. Donc, on a cardinal de F égale 3 égale dimension de R3. Vérifions
que F est une famille libre de R3. Alors, je vais garder dans un coin ici les vecteurs parce que je les ai inventés, donc je vais essayer de ne pas les oublier. Moins 1, 0, 1 et 1, 1, 0. Donc, pour voir si la famille elle est libre, je prends lambda 1, lambda 2, lambda 3, des réels tels que somme des lambda i xi pour i allant de 1 à 3 est égal à 0. Et ça, du coup, ça me donne le système lambda 1 moins lambda 2 plus lambda 3 égale à 0, 2 lambda 1 plus lambda 3 égale à 0, et lambda 1 plus lambda 2 égale à 0. Si vous avez besoin d'un petit peu plus d'étapes, n'hésitez pas à écrire davantage d'étapes, lambda 1, x1, etc. Là j'ai un peu l'habitude, donc je suis allée directement ici au système. Donc ce système, je le résous. Lambda 1 égale moins lambda 2. Comment est-ce que je peux le résoudre le plus simplement possible ? Bon, oui, tant pis. Je peux utiliser en fait le 1 qui est là. Ce serait mieux d'inverser ces deux-là et d'utiliser le 1 qui est là comme pivot. Ou sinon, je vais remplacer... donc ça, c'est la dernière équation, là, ici. Lambda 1, c'est moins lambda 2. Du coup, lambda 3, c'est ici moins... donc c'est 2 lambda 2, grâce à cette ligne-là. Et celle-ci, lambda 3, c'est égal à moins 2 lambda 1. Ah, du coup, c'est pas de chance, celle-ci, elle n'est pas libre. Alors, on va voir. Sinon, je vais changer les valeurs numériques en cours d'exercice. Je crois que celle-ci, elle n'est pas libre. Pas de chance. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Donc, du coup, je vais le faire proprement. Lambda 1 plus lambda 2 égale à 0. Et je vais utiliser celui-là comme pivot. Donc, cette ligne-là, je lui retranche celle-ci. Donc, ça va faire moins 2 lambda 2 plus lambda 3 égale à 0. Et cette ligne-là, je lui retranche deux fois celle-ci. Donc, ça fait aussi moins 2 lambda 2 plus lambda 3 égale à 0. Donc, oui, effectivement, je me suis mal débrouillée. C'était pas une famille libre. Alors, on va répondre à la question et changer les valeurs numériques après pour avoir une famille libre. On remarque que... Alors, du coup, la famille, elle n'est pas libre. Comment est-ce que je peux... Du coup, j'aurais pas eu besoin de rédiger tout ça. J'aurais pu ça loter et passer directement à là. Si je prends lambda 3 égale à 1, lambda 2 à ce moment-là... non, je vais prendre lambda 2 égale à 1, comme ça j'aurai des valeurs entières. Lambda 2 égale à 1, lambda 1 égale à moins 1, et lambda 3 égale à 2. 2 moins 1, voilà. Donc, ça, c'est une solution non nulle de mon système. Donc, ça me donne quoi? Moins
x1, donc moins 1, moins 2, moins 1, plus moins 1, 0, 1, plus 2, 2, 0. Et quand j'additionne tout ça, je dois tomber sur 0. Effectivement, c'est le cas. Donc ici, si je fais, on remarque que moins x1 plus x2 plus 2x3 égale à 0. Donc, la famille F est liée. Et c'est pas ce que je voulais montrer. Dommage. Autre exemple, du coup, on va changer. Et si je me débrouille avec un moins 1 ici, ce sera lambda 1 égale lambda 1 moins lambda 2 égale à 0. Du coup, lambda 1 égale à moins lambda 2. Et là, cette fois-ci, on devrait pouvoir conclure. Donc, je vais changer. Je vais mettre un moins 1 ici. On considère... Dommage, donc la réponse est non. On considère... G égale x1, x2 prime, x3 ou x2 prime égale à moins 1, 0, moins 1, soit du coup lambda 1, lambda 2, lambda 3 des scalaires tels que lambda 1 x1 plus lambda 2 x'2 plus lambda 3 x3 égale à 0. On a donc cette fois-ci le système lambda 1 moins lambda 2 plus lambda 3 égale à 0. 2 lambda 1 plus lambda 3 égale à 0. Lambda 1 moins lambda 2 égale à 0. Et donc, dans ce système, lambda 1 égale lambda 2. Donc, ça s'en va. Et du coup, j'obtiens lambda 3 égale à 0. Et j'obtiens lambda 1 de lambda 1 égale moins lambda 3, qui est donc du coup égal à 0. Donc j'obtiens dans ce cas-là lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale à 0. Donc la famille G est une famille libre. Donc G est une famille libre de 3 égale, vous pouvez le rédiger comme ça, 3 égale cardinal de l'espace, vecteur. Donc c'est une base de R3. Voilà, et alors, exercice. La famille, je vais les appeler U1, U2, U3. Où U1 égale 0, 1, 1.
U2 égale 1, 0, 1. U3 égale 1, 0, moins 1 est-elle une base de R3. Alors, vous pouvez le faire. Pareil, alors là cette fois-ci, je me suis pas trompée sur les vecteurs. On peut soit prouver que c'est une famille libre, soit prouver que c'est une famille génératrice. Et ici, c'est avec ces valeurs numériques-là, c'est très facile de voir que c'est bien une famille génératrice. Pourquoi? Pour montrer qu'on a une famille génératrice, en fait, donc ici, au passage, autre donc petit supplément, on va dire, qui est plutôt de l'ordre du domaine des exercices, petit supplément, pour montrer que, si je voulais montrer que cette famille-là est une famille génératrice, au lieu d'essayer de montrer que c'est une famille libre, je peux soit résoudre le système, poser x, y, z, un élément quelconque de R3, et essayer de l'écrire comme, de voir si on peut l'écrire comme lambda U1 plus mu U2 plus gamma U3, et j'ai un système à résoudre comme celui de tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir 0, 0, 0, j'ai x, y, z au second membre, et voir si ce système admet une unique solution, pour éventuellement trouver les coordonnées de x, y, z dans la famille U1, U2, U3, et prouver en même temps que c'est une base, etc. On peut aussi, donc ça c'est une méthode qu'on reverra, qui sera justement dans l'exercice 9 du TD11. Une autre façon de faire, une petite astuce qui est assez... qui demande aucun calcul en fait, c'est de remarquer ici le vecteur. Je sais que R3, c'est le sous-espace vectoriel engendré par E1, E2, E3, où E1, c'est le vecteur de la base canonique, 1, 0, 0, E2, 0, 1, 0, et E3, 0, 0, 1. Ça, c'est la base canonique de R3. Et ici, est-ce que ça, c'est égal au sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, U3? Donc, l'inclusion, comme ça, elle est évidente. Là, l'inclusion qui m'intéresse, c'est est-ce que celle-ci, elle est vraie? Pour montrer que, donc, je leur écris, est-ce que ça, c'est vrai? Pour montrer que l'ensemble des combinaisons linéaires de E1, E2, E3 est inclus dans un espace vectoriel. Il suffit de montrer que E1 est une combinaison linéaire de U1, U2, U3, que donc si je montre que E1 est une combinaison linéaire de U1, U2, U3, que je montre que c'est pareil pour E2 et que c'est pareil pour E3. Alors, ceci est alors, comme ça, c'est un sous-espace vectoriel qui contient E1, E2, E3. Il contient aussi toutes les combinaisons linéaires de E1, E2, E3. Et toutes les combinaisons linéaires de E1, E2, E3, c'est R3 tout entier. Donc en fait, ici, pour montrer que la famille U1, U2, U3 est génératrice, un moyen assez simple, c'est d'essayer de vérifier est-ce que E1 peut s'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs. Est-ce que E2 peut aussi s'écrire comme combinaison linéaire de ces vecteurs, et est-ce que c'est pareil pour E3? Alors là, avec les valeurs des vecteurs que j'ai choisis, si on fait U1 plus U2 plus U3,
on tombe sur E1. Donc ça, c'est évident. Ici, on a E1, c'est U2 plus U3. Alors, E2, est-ce qu'on peut récupérer E2 à partir de tout ça? Peut-être que on peut voir plutôt avec E3. Ou E2, non E2 on peut le voir facilement. E2, à cause du 1 que j'ai là et du moins 1 que j'ai là, quand j'additionne ces deux vecteurs-là, quand je fais U1 plus U3, ça me donne le vecteur 1, 1, 0. Et ce vecteur-là, c'est le vecteur 1, 0, 0, donc E1, plus le vecteur E2 qui m'intéresse. Et ça, on a dit, c'était quand j'ai additionné U1 et U3. Donc U1 plus U3, ça me donne ça. Du coup, E2, c'est U1 plus U3 moins E1. Donc en fait, ça fait U1 plus U3 moins E2. Donc U1 moins E2, j'aurais pu m'en rendre compte directement. U1 moins... Qu'est-ce que j'ai dit? Donc U1 plus U3, ça me donne ça. Ça, c'est E1 plus E2. Donc ça, on va l'encadrer. 2 plus. On a dit U1 plus U3 égale 1, 1, 0 égale E1 plus E2. Donc, E2 est égal à U1 plus U3 moins E1 égale U1 plus U3 moins U2 moins U3. J'aurais pu remarquer directement que c'était U1. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait une erreur, pardon. Il y a un problème. U2 plus U3, ça me donne, effectivement, U2 plus U3, pardon, ça fait bien un 0, mais ça fait 2E1, pardon. 2E1 égale à ça, donc E1 c'est 1 demi de U2 plus 1 demi de U3. Voilà. On a U1 plus U3, donc là par contre il ne doit pas y avoir d'erreur. U1 plus U3 c'est bien ça, et ça c'est bien E1 plus E2. Donc là on est bon. Moins par contre ici il me manque le 1 demi, et là voilà le 1 demi. Égal, donc ça nous fait U1 moins 1 demi de U2 plus 1 demi de U3. Et donc je vérifie, si je fais ce vecteur là 0, 1, 1 et que je fais moins 1 demi de U2, donc ça fait moins 1 demi 0 moins 1 demi plus 1 demi de U3, donc là ça nous fait 1 demi 0 moins 1 demi. Qu'est-ce qui se passe? Là ça fait 0, là ça fait 1 et sur la première ligne ça fait 0, donc c'est bien, on trouve bien E2. Donc E2 appartient au sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, U3. Et
Le dernier, il nous manque le dernier, il nous manque E3. Maintenant c'est terminé parce que par exemple je peux prendre U2 et U2 c'était le vecteur 1, 0, 1 et lui c'était du coup c'était E1 plus E3. Oui, d'ailleurs, là, c'était peut-être pas l'idéal. J'aurais peut-être pu m'arranger autrement, faire mieux, mais c'est pas grave. Donc, E3, c'est U2 moins E1. Donc, E3 égale U2 moins E1, donc moins 1 demi de U2 moins 1 demi de U3 égale 1 demi de U2 moins 1 demi de U3. 1 demi de U2, donc je fais une petite vérification. 1 demi de U2, ça fait 1 demi, 0, 1 demi. Moins 1 demi de U3, ça fait moins 1 demi, 0, 1 demi. Quand j'additionne les deux, ça fait bien 0, 0, 1, ça fait bien E3. Donc E3 appartient au sous-espace vectoriel engendré par U1, U2, U3. Donc, j'ai montré E1 appartient à cet ensemble. Je vais l'appeler, je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler F. De même, E2 appartient à F et E3 appartient à F. Or, F est un sous-espace vectoriel de R3, donc il contient toutes les combinaisons linéaires des éléments qui sont là. Donc, le sous-espace vectoriel engendré par E1, E2, E3 est inclus dans F. Et ça, en fait, c'est R3. Voilà. Donc, R3 est inclus dans F, l'autre inclusion est évidente. Donc, la famille U1, U2, U3 est une famille génératrice de R3. Et est-ce qu'il y a besoin de montrer que c'est une famille libre pour montrer que c'est une base de R3 ? Je vous laisse répondre à la question. Et vous auriez pu essayer de montrer ce résultat-là d'une autre façon. C'était pas forcément la façon la plus simple, la plus évidente. C'était, on va dire, une alternative, une petite façon de manipuler les sous-espaces vectoriels engendrés. Donc plutôt un petit exercice qui peut ressembler à un exercice de colle. Voilà, un petit supplément hors du cours. Voilà.